médecin qui a été amené à suivre des grossesses et des nourrissons au cours des 10 dernières années, la question de l'allaitement est un sujet très fréquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un allaitement fonctionne bien, il faut être hyper bien informé sur la question. Et ça va être encore mieux si on commence à être informé dès la grossesse. Pourquoi? Parce qu'un allaitement, c'est certes quelque chose de complètement naturel, pas du tout intuitif. Alors on va aborder toutes les notions importantes à connaître pour que l'allaitement, si vous souhaitez allaiter, marche bien. Dans un deuxième temps, on va aborder la question du matériel, parce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes, il y a des choses qui vont être moins utiles. Et dans un troisième temps, je vais vous parler des avantages et ce que moi j'ai considéré comme inconvénient par rapport à l'allaitement. Là, il se trouve que j'attends mon troisième bébé. J'ai allaité 5 mois et 3 mois respectivement mes deux grandes. Et voilà, autant on entend beaucoup parler des avantages qui sont réels de l'allaitement, mais autant j'aurais aussi aimé vous partager ce que moi j'ai ressenti comme inconvénient, parce que ça, c'est des choses dont on entend beaucoup moins parler. On voit tout ça tout de suite. Alors, on va commencer avec les grandes notions à connaître pour qu'un allaitement marche bien. Ça arrive souvent que nous, médecins ou professionnels de santé d'une manière générale, on s'en prenne plein la face. On entend les professionnels de santé n'y connaissent rien, ne sont pas formés, on ne nous informe pas. Alors oui, c'est parfois le cas, mais ça va être intéressant de ne pas généraliser. Parce que c'est des choses qu'en général, on va commencer à aborder au cours des consultations de suivi de grossesse, donc même avant l'accouchement. Alors, la première notion intéressante à aborder, ça va être la notion de réassurance. Pourquoi? Parce qu'il est quasi systématique de rencontrer des obstacles lors de la mise en route de l'allaitement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au tout début, on ne va pas produire du lait, on va produire une substance qui s'appelle le colostrum. Donc c'est une substance qui est transparente, qui est un peu jaunâtre et qu'on va produire en petite quantité. Donc ça peut être un peu frustrant d'avoir l'impression de ne pas donner grand-chose à son bébé. En plus, en parallèle, il va perdre du poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas grave et que c'est habituel pour bébé de perdre du poids au tout début. Bien sûr, vous êtes à la maternité, si bébé en perd trop, on vous le dira, mais c'est pas ce qui se passe la plupart du temps. Et en plus, ce colostrum va être très important à donner parce qu'il va contenir des substances intéressantes pour bébé, et notamment tout ce qui va être anticorps, donc pour le protéger vis-à-vis des maladies. Et donc ça nous permet d'enchaîner vers une autre notion importante, c'est que d'une manière générale, pour augmenter la production de lait, il faut stimuler le sein le plus possible, et donc il faut mettre bébé au sein le plus possible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le phénomène de succion va entraîner la production d'hormones, comme par exemple l'ocytocine, comme par exemple la prolactine, et ces hormones vont entraîner l'augmentation de la production en lait. Et donc ça peut être frustrant au début parce que on a beau mettre bébé très souvent au sein, il ne se passe pas forcément grand chose, mais encore une fois, pas d'inquiétude, ça vient après, en général vers J3, et c'est ce qu'on appelle la fameuse montée de lait. Et donc ça nous permet d'enchaîner vers une autre chose à connaître, c'est que cette fameuse montée de lait peut être très douloureuse. Donc on se remet dans le contexte, on est épuisé, on a la fameuse chute d'hormones avec la baisse de morale, voire le baby blues, voire encore pire, qui vont avec. Bébé perd du poids, ça peut nous stresser, et en plus on a mal. Si vous tenez à allaiter, ça va être encore une fois intéressant de savoir qu'il existe des choses pour aider à passer ce cap difficile. Après, si vous tenez pas à allaiter, c'est pas dramatique non plus. Le plus important, c'est que bébé ait une maman qui soit pas en dépression. Alors la première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Normalement, vous êtes encore à la maternité, en tout cas en France, à ce stade-là. Et on peut vous prescrire des choses comme des anti-inflammatoires qui marchent bien sur ce type de douleur, et en plus qui vont être complètement compatibles avec l'allaitement. Et à côté de ce traitement médicamenteux, il va y avoir tout ce qui va être traitement non médicamenteux, comme tout ce qui va être poche de glace, les fameuses feuilles de chou,
qui vont être aussi intéressantes plus tard s'il y a des phénomènes d'engorgement. En général, il faut savoir que ça dure 24 à 48 heures et après ça se régule en général naturellement. Alors là, le conseil, ça va être d'éviter d'exprimer, de vouloir sortir trop son lait. Parce que, encore une fois, on l'a abordé, plus on stimule le sein, plus le sein produit de lait. Donc, on peut éventuellement enlever le trop-plein, mais il ne faut pas le faire de façon excessive. Donc, encore une fois, ça peut être parfois compliqué. On a la montée de lait, et puis ça rentre dans l'ordre, et puis on a un engorgement, et puis ça rentre dans l'ordre, et puis on en a encore. Voilà, ça peut être un peu fatigant encore une fois, mais c'est des ajustements à faire et très souvent le système est bien fait. Une fois ce cap initial passé, ça se met bien en place et normalement tout ça devient beaucoup plus rare, voire n'arrive plus du tout. Autre point qui peut représenter une nouvelle difficulté, ça va être les crevasses. C'est pour ça que c'est intéressant d'aborder ces sujets-là même avant l'accouchement, parce que une chose qui va être intéressante, c'est de commencer à préparer le mamelon avec des crèmes pour diminuer le risque de survenue de crevasses dans les semaines qui vont suivre. Une peau qui est bien hydratée, en général, elle se fissure moins. Et donc là, il va y avoir des crèmes qui vont être notamment à base de lanoline et qui, moi, personnellement, je pense, m'ont sauvé mon allaitement. Et il y a aussi des dispositifs qui ont été développés dans ce contexte de crevasse. Il va y avoir notamment les bouts de sein. Donc les bouts de sein, c'est des bouts de plastique souple qu'on va positionner sur le mamelon au cours de la tétée et qui va soulager les douleurs au moment de la succion. Alors c'est vrai que ça marche très bien, mais ça va rapidement représenter des contraintes. L'allaitement, c'est censé être quelque chose de simple, et là, on va se retrouver dans une situation où il va falloir en avoir plusieurs qui soient régulièrement nettoyés, parce que sinon, il y a un risque d'infection, donc il faut que ce soit vraiment hyper propre. Il faut arriver à les trouver quand on est au milieu de la nuit ou à l'extérieur, il faut en avoir toujours sous la main. Et puis, autre chose, c'est que la succion avec des bouts de sein va être complètement différente de la succion directement sur le mamelon. Et ça peut aboutir au fait que bébé n'arrive plus à prendre le sein directement sur le mamelon. Et du coup, on n'arrive plus à allaiter sans les bouts de sein. Donc l'idée, ça va être, pourquoi pas au début, c'est vrai que ça marche très très bien sur la douleur due aux crevasses, mais l'idée, ça va être d'essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Autre dispositif qui a été développé, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ça va être les coquilles recueil-lait. Donc là, ça va être aussi des bouts de plastique, mais ça va être du plastique qui est beaucoup plus dur, ça va être beaucoup plus grand, et ça va être à placer dans le soutien-gorge pour éviter, il y a un petit trou au milieu pour que le mamelon puisse être à l'air, et que ça évite les frictions du mamelon contre le soutien-gorge. Pourquoi pas encore une fois au début, mais rapidement ça va compliquer les choses. Pareil, il faudra que ce soit propre, il faudra en avoir sous la main. Et puis surtout, moi personnellement, j'avais trouvé ça hyper inconfortable parce que c'est du plastique hyper dur à avoir sur soi. Alors, autre façon importante de soulager, que ce soit les crevasses ou les phénomènes d'engorgement, ça va être le changement de position régulier. Alors les différentes positions pour donner le sein à bébé, il va y avoir classiquement la madone, voilà, bébé contre son ventre. Ensuite on va avoir le ballon de rugby, bébé qui va être plutôt placé sur le côté. Ensuite on peut avoir la position où on place bébé de façon verticale sur sa cuisse. Et puis aussi la position en allongé, que ce soit sur le côté ou sur soi. Alors pourquoi ça va être très important de changer régulièrement de position ? Parce que en cas de crevasse, ça va pas être toujours la même zone du mamelon qui va être sur laquelle bébé va tirer. Donc ça c'est intéressant pour les crevasses, et ça va être aussi intéressant pour les risques d'engorgement, parce que à chaque tétée, ça va être un territoire différent du sein qui va être drainé. Donc éviter que dans une zone précise qui va être moins drainée, qu'il y ait un phénomène d'engorgement. Et dans ce contexte, il va y avoir une question qui va être fréquente au cours des consultations.
ça va être est-ce qu'il faut donner un seul sein ou les deux seins au cours de la même tétée. Alors là, il va y avoir deux écoles. Dans certains cas, on va vous conseiller de donner les deux seins parce que ça permet de stimuler la lactation, on l'a vu. Plus les seins sont stimulés, plus on produit de lait. Et il y a une autre école qui va vous conseiller de ne donner qu'un sein par tétée. Pourquoi? Parce que la constitution du lait évolue au cours de la tétée. Au début, on va avoir un lait qui va être très liquide et plus tard, au cours de la même tétée, ça va être un lait qui va être beaucoup plus épais et beaucoup plus gras. Donc il y a certaines personnes qui vont vous conseiller de donner qu'un sein par tétée pour que bébé puisse bénéficier du lait gras et épais de fin de tétée. Après, en pratique, au fur et à mesure des semaines, ce qui va se dessiner, ça va être un sein par tétée parce que grosso modo, c'est quand même plus pratique. On s'installe, on installe bébé qu'une fois, et ça va être notamment le cas en extérieur. Après, d'une manière générale, si vous ne le sentez pas, ça va être très intéressant d'avoir recours à des professionnels. Et là, il y a des personnes comme des conseillères en lactation qui sont de très très bons conseils par rapport à toutes ces questions-là. Ces professionnels vont notamment voir s'il y a quelque chose, des signes physiques chez bébé, comme un frein de langue qui peut être trop court, qui peut rendre compliqué l'allaitement. En parallèle de tout ça, ça va être intéressant pour la patiente de connaître les signes qui font que l'allaitement se passe bien. Alors déjà, il faut savoir bien proposer le sein. Donc on tient le sein autour de l'aréole, on place le menton de bébé en dessous, on lui propose le mamelon et par réflexe, il va ouvrir grand la bouche et la maman doit sentir que le mamelon va le plus loin possible, notamment au niveau du palais mou. Alors on a deux zones dans le palais dur à l'avant et le palais mou à l'arrière. Et donc nous on doit sentir le palais mou de bébé. Et là on a la succion qui se met en route et souvent instinctivement on se rend compte que ça fonctionne bien, que ça s'emboîte bien. L'idée qu'il ne faut pas que bébé juste tétouille le bout du mamelon, ça marche pas. Ensuite, les autres signes qu'on peut constater, ça va être le fait qu'on entende déglutir bébé. Et puis, on peut aussi voir ces mouvements de mâchoire. On peut aussi avoir une sensation de sein qui s'est vidé après la tétée. Donc, a priori, c'est que ça a bien fonctionné. Les autres signes, ça va être que bébé mouille bien ses couches, a régulièrement des selles, notamment au début, plusieurs fois par jour. Et puis, au cours des consultations de suivi, on a un bébé qui prend bien du poids. Un autre principe qui revient souvent, ça va être le fameux risque de confusion sein-tétine. Ça veut dire quoi? C'est que si on tient à allaiter bébé, il va falloir éviter le plus possible de proposer le biberon au début, parce que, encore une fois, la succion sur un biberon ou sur un mamelon n'est pas du tout la même. Et le risque, c'est que bébé n'arrive plus à prendre le sein parce que prendre un biberon, c'est beaucoup plus facile, c'est un phénomène qui est un peu passif, alors que sur un mamelon, c'est un phénomène qui est beaucoup plus actif, qui est beaucoup plus technique pour bébé. Alors oui, au début, c'est un principe qui va être important, et encore, il peut y avoir, on peut faire des exceptions sans que ce soit non plus dramatique. Mais là, je vais vous parler encore une fois de mon retour personnel, c'est qu'en consultation, ce qui se passe parfois, c'est que quand bébé a pris le sein plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et bien là, il refuse catégoriquement le biberon. Et ça peut être difficile pour la maman si elle souhaite faire un allaitement mixte ou plus du tout allaiter. Bébé ne veut plus du tout autre chose que le sein. Alors moi, ce que j'avais fait personnellement, c'est qu'une fois que je m'étais rendu compte que c'était bon, l'allaitement était bien mis en route, bébé a bien compris comment ça marchait, j'avais commencé à introduire un biberon de mon lait tiré. De mémoire, ça devait être au bout du premier mois. Et il n'y a pas eu de confusion. On pouvait donner un biberon de temps en temps et puis je pouvais continuer à allaiter sans problème. Et ça a permis que d'autres personnes puissent donner le sein. Et puis, quand j'ai voulu l'arrêter complètement, j'ai eu aucun souci par rapport à ça. Donc là, ça y est, on a un allaitement qui est bien mis en route, qui fonctionne bien. On se rend compte que ça valait le coup de s'accrocher parce que là, c'est devenu quand même beaucoup plus simple. Et puis là, je vais vous épargner les fameux pics de croissance. Donc, grosso modo, ça va être des périodes où bébé va beaucoup plus solliciter le sein.
Et, ben, il va falloir encore une fois savoir que oui, c'est difficile, oui, c'est épuisant, mais encore une fois, ça passe. Voilà, ça dure 2-3 jours en général. On a parfois aussi des retours de certaines mamans en consultation qui nous disent bah moi, je ne peux pas allaiter, je ne produis pas assez de lait, c'est comme ça. Alors, il faut savoir qu'on a quasi tout le matériel pour y arriver. On a toutes, normalement, les hormones pour y arriver, le mamelon, les canaux lactifères. Et donc, il faut se dire que, encore une fois, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, normalement, on peut y arriver. Alors, on va aborder maintenant tout ce qui va être matériel par rapport à l'allaitement. Le premier, ça va être le classique coussin d'allaitement. Autant j'en ai pas utilisé pendant ma grossesse, puis il y a des gens qui aiment bien dormir avec ça. Moi, je trouvais que ça prenait plus de place et que ça m'aidait pas forcément. Mais autant j'avais trouvé que pour les allaitements, ça avait été super parce qu'on l'a vu, hein, la position est très importante pour que ça fonctionne. Et c'est intéressant d'avoir aussi une maman qui est bien installée. Et pour mon expérience personnelle, j'avais eu des coussins différents pour mon premier et mon deuxième allaitement. Le premier était très grand et un peu mou, donc c'était un petit peu compliqué. Mais le deuxième, du coup, j'avais fait en sorte de le prendre plus petit et plus ferme. Et là, je trouvais que bébé était bien installé et ça fonctionnait parfaitement. Ensuite, on va avoir les coussinets d'allaitement à glisser dans le soutien-gorge pour éviter les fuites. Les soutiens-gorge d'allaitement, très pratiques également. Les bouts de sein et les coquilles, on en a parlé. Les crèmes à base de lanoline, personnellement, lifesaver. Les tisanes d'allaitement. Donc, il y a beaucoup de marketing autour de tout ça. L'idée, c'est que le lait, c'est du gras et de l'eau, du calcium, plein d'autres choses. Mais voilà, pour bien produire du lait, il va être très important de bien s'hydrater d'une manière générale. Le tire-lait, donc j'ai trouvé ça très utile quand on souhaite reprendre un petit peu d'indépendance, entre guillemets, ou quand on souhaite faire participer les autres. Alors, au début, personnellement, j'avais commencé par un tire-lait manuel, et donc c'était hyper laborieux, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et j'obtenais pas beaucoup de lait. Et puis, je suis passée dans un deuxième temps au tire-lait électrique, deux types de tire-lait électrique, simple pompage, double pompage, et là, c'était beaucoup plus simple, hein, pas beaucoup d'efforts à faire et on produit, enfin moi j'avais trouvé que je produisais beaucoup plus de lait comme ça. Intéressant à savoir pour les patientes suivies en France, c'est que ces dispositifs, vous pouvez demander une ordonnance pour que ce soit pris en charge. Si c'est dans les 12 premiers jours après l'accouchement, ce sera pris en charge à 100% par la Sécu. On va aborder maintenant tout ce qui va être avantage et tout ce que j'ai ressenti comme inconvénient par rapport à l'allaitement. Alors le premier avantage, c'est que de façon évidente, le lait maternel, ça va être ce qui va être particulièrement adapté à bébé et à ses besoins. Ça va lui apporter tout ce qu'il faut en termes de nutriments et puis aussi en termes d'anticorps. Alors encore une fois, une question qu'on nous pose souvent en consultation. Je suis malade, voilà, je suis enrhumée ou j'ai une grippe ou un virus quelconque. Est-ce que je peux continuer à allaiter mon bébé? Alors la réponse, ça va être un grand oui. Pourquoi? Parce que d'une part, le virus en question se transmet pas par le lait maternel. Et la deuxième raison, c'est qu'au cours de la tétée, vous allez lui transmettre vos anticorps qui sont spécifiquement contre ce virus. Donc un grand oui. Un deuxième avantage, ça va être le fait que c'est évidemment peu coûteux, en dehors du matériel éventuellement à acquérir au début. Et encore, il y a plein de choses, on l'a vu, qui ne sont pas forcément nécessaires. Troisième avantage, c'est que c'est pratique, qu'on soit la nuit, qu'on soit à l'extérieur. On n'a pas besoin d'aller chercher un biberon, de préparer un biberon, de nettoyer le biberon. Voilà, on donne le sein. Pas forcément besoin, si on est à l'extérieur, d'anticiper, de préparer des doses. On donne le sein et tout est disponible à ce moment-là. Un autre avantage, c'est que l'allaitement diminuerait les risques d'allergie et d'obésité chez l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a deux systèmes grosso modo d'allaitement chez un bébé, l'allaitement maternel et l'allaitement au biberon. Alors, un allaitement au biberon, ça va être quelque chose qui va être complètement passif, qui va demander peu d'efforts à bébé, limite ça coule tout seul, et puis du coup c'est beaucoup plus rapide. Et la sensation de satiété, elle n'est pas encore survenue, ou en tout cas, elle vient beaucoup plus tard.
Alors qu'avec un allaitement au sein, on va avoir un système qui va demander beaucoup d'efforts à bébé. Ça va être un système qui va être d'alimentation, qui va être actif. Et bébé, du coup, ça va lui demander plus de temps et la sensation de satiété va arriver plus rapidement. Et donc, nous, professionnels de santé, on va être attentifs à ça. Donc, chez un bébé allaité, je ne l'ai pas encore abordé, mais l'allaitement, justement par rapport à ces mécanismes-là, va être à la demande, quelque chose qui va être vraiment hyper adapté aussi en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Alors que pour une alimentation au biberon, on va vérifier que bébé ne prenne pas trop de poids. Autre avantage pour la maman cette fois, c'est que ça va lui permettre de perdre du poids en théorie plus rapidement parce que, encore une fois, on l'a vu, le lait va demander beaucoup de calories à la maman, beaucoup de gras dans le lait. Et puis aussi, les hormones dont on a parlé tout à l'heure vont participer au fait, ça va entraîner des contractions utérines et participer au fait que l'utérus diminue de taille plus rapidement. Pour la maman toujours, il y a des études qui montrent que ça diminuerait le risque de cancer du sein et des ovaires plus tard. Alors là, je vais aborder ce que moi j'ai ressenti comme inconvénient. Donc le premier, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, notamment au début. La maman, on l'a vu, il peut y avoir beaucoup d'obstacles et c'est pas rien. Alors autre chose, c'est qu'un allaitement va plus ou moins nécessiter d'être toujours à proximité de bébé. Ça va entraîner une latitude pour les sorties qui va être un peu plus restreinte. Alors oui, on peut tirer son lait, mais déjà, premièrement, on ne peut pas forcément faire des stocks énormes. Et puis, si par exemple la maman souhaite reprendre son travail, ça va entraîner une logistique qui va être un peu plus lourde. De tirer son lait au travail. Et puis, il va falloir gérer les stocks et le faire de façon OK sur le plan de l'hygiène, respecter la chaîne du froid. Donc voilà, ça va impliquer une logistique un petit peu plus lourde. Puis toujours en termes d'expérience personnelle, c'est que parfois j'en avais quand même marre d'avoir la sensation de mouiller sur moi, ou alors quand bébé se réveillait, qu'il avait sauté une tétée, et bon, ça pouvait arriver que bébé passe une nuit super longue, en 11 heures par exemple, sans tétée, et là, on douille, on a mal, on a la poitrine hyper tendue et c'est pas forcément très agréable. Voilà, j'avais un petit peu envie de vous parler vrai entre guillemets parce que parfois ce qu'on voit passer, c'est y a des associations qui vont être hyper pro allaitement et ça va être limite culpabilisant pour la maman de pas vouloir forcément allaiter. Donc c'est intéressant d'aborder ces sujets-là parce que, encore une fois, si c'est pas quelque chose à laquelle vous tenez, c'est pas hyper dramatique. Alors voilà, pour tout ce qui va être principes et notions importantes à connaître pour que l'allaitement se passe bien. Si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est un espace d'échange toujours intéressant. À vous abonner si ces sujets vous plaisent. Il y a d'autres vidéos, il y aura d'autres vidéos à venir, que ce soit sur les sujets avec la maternité ou d'autres sujets d'une manière générale. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bye!